Depuis le début de la crise sanitaire, TV Liberté a fait le choix de vous informer sans concession, sans détour, sans facilité, mais aussi sans caricature. Cette honnêteté, nous sommes en train de la payer. Depuis plusieurs semaines, je vous l'ai dit, Facebook a mis un coup d'arrêt à notre visibilité. La manipulation des algorithmes nuit directement à notre contenu. Ce combat, c'est un peu le combat de David contre Goliath, mais nous ne sommes pas seuls. Je peux compter sur vous, je le sais, vous me l'avez déjà montré. Alors ce soir, ce que je vous propose, c'est de mettre en place nos propres gestes barrières. D'abord, en vous inscrivant massivement, vous et vos proches, à cette infolettre, la newsletter de TV Liberté, en adressant dès à présent un courriel à l'adresse contact@tvliberté.com. Ensuite, il faut poursuivre le partage massif de nos contenus, de nos émissions à vos amis, vos proches, votre famille pour nous faire connaître. Vous serez en somme nos propres algorithmes. Et puis pour finir, vous vous en doutez, il faut aussi soutenir financièrement notre travail. TV Liberté ne vit pas de subvention, n'a pas de subside de l'État. Vous le comprenez, il n'y a pas de secret. Vous êtes les seuls garants de notre liberté. Alors je compte sur vous. Chers amis confinés, bonjour. Nous sommes en plein confinement, nous sommes en pleine épidémie. Nous ne savons pas combien de temps cela va durer, sans doute beaucoup plus longtemps qu'on ne nous le dit, mais on peut penser qu'à un moment ou l'autre, nous allons en sortir et ça va se terminer. Donc je crois que c'est à ce moment-là que les problèmes principaux vont se poser. Je crois qu'il faut porter dès à présent notre regard sur le jour d'après, comme on dit, sur l'après-coronavirus. Alors, comme d'habitude, il y a ceux qui sont assez optimistes et qui disent que rien ne sera plus comme avant. J'espère qu'ils ne se trompent pas, mais je dois dire que je suis un peu sceptique tellement sont fortes les puissances qui veulent au contraire que rien ne change. Et puis, à l'autre bout, il y a effectivement les partisans du consumérisme mondialisé qui voudraient que les choses reviennent comme elles étaient avant la parenthèse. Business as usual, finalement. Je pense que la vérité va sans doute être entre les deux, car quelle que soit la volonté de ceux qui vont vouloir remettre le train sur les rails, les problèmes auxquels ils vont se heurter seront considérables. Nous allons en effet, à mon sens, vers une crise économique et par conséquent une crise sociale de toute première ampleur. La comparaison avec la grande crise de 1929 est assez justifiée à un détail près néanmoins, c'est qu'en 1929, c'était une crise financière qui a abouti à une crise économique, alors que nous allons plus probablement vers une crise économique qui risque de déboucher sur une crise financière. On voit bien dès à présent qu'on va vers des dizaines de millions de chômeurs dans le monde, des centaines de millions et des centaines de milliers de dépôts de bilan, de faillites, toute une série de secteurs sont touchés, sont impactés, et au fond, j'ai l'impression que l'on se dirige vers la conjonction de toutes ces crises. Crise économique et sociale, crise politique nécessairement, crise financière, crise migratoire, crise écologique, et c'est cela qui sera le véritable tsunami qui risque, sinon de nous emporter, du moins de susciter de très fortes réactions au moment où il faudra bien que les responsables rendent des comptes. Je crois qu'on va vers un vaste mouvement de colère, et cette colère-là, eh bien, elle ne pourra pas être confinée. À bientôt. Bonjour les amis confinés. Pour beaucoup, la surréaction des gouvernements face à la pandémie du Covid-19 ne s'explique pas, et d'en appeler au complot les uns à la G5, les autres au labo P4 de Wuhan. Et si on faisait une autre hypothèse avec Michel Foucault? Alors rassurez-vous, je ne vais pas faire un éloge de ce sinistre personnage, mais il nous a donné quelques outils
qui peuvent nous aider à comprendre le coronavirus, un en particulier, qui est cet outil, c'est la biopolitique. La biopolitique, c'est un peu comme la prose selon ce bon monsieur Jourdain, tout le monde en fait sans même le savoir. Et il ne faut pas se laisser effrayer par ce mot, il dessine en partie notre avenir. Chez Foucault, la biopolitique, c'est la prise en considération de la valeur de la vie humaine, ici et maintenant, hic et nunc, tout de suite. Cela, nous dit-il, c'est le propre de la modernité politique. C'est même l'acte de naissance de l'individu. Dans les âges antérieurs, ce qui importait, c'était de se donner les moyens de gagner le paradis. Avec la modernité, renversement de perspective. La cité terrestre va désormais l'emporter sur la cité céleste. Et c'est dans ce contexte que naît la biopolitique, de la relégation, au fond, de la cité de Dieu. Peu à peu, les individus vont aspirer à conserver ce qu'il y a de plus précieux pour eux. Et c'est quoi ce qu'il y a de plus précieux pour eux? Bien, c'est leur vie. Ici, et pas ailleurs. Là, et pas demain. Tout faire pour optimiser cette vie, jusqu'au mythe contemporain de la santé parfaite, la mort de la mort, etc. Et donc la vie ici-bas va faire l'objet d'une attention nouvelle, et même de toutes les attentions. Il faudra la protéger, la préserver, la maximaliser. Et un nouvel idéal, celui de l'individu, de son espérance de vie, de sa santé, bientôt de son épanouissement, va voir le jour. Donc c'est un changement radical. Dans les âges antérieurs, le pouvoir laissait vivre les gens comme il l'entendait. Ce dont il s'occupait, c'était de les faire bien mourir, c'est-à-dire de les faire mourir chrétiennement, avec un seul objectif en tête, les préparer au jugement de Dieu, au jugement dernier. Et le biopouvoir, c'est moderne, c'est rigoureusement et exactement l'inverse. Lui, il laisse mourir les gens comme bon leur semble, ça a échappé à personne, dans le péché ou pas le péché, en s'euthanasiant ou en s'euthanasiant pas. Son objectif est ailleurs. Ce n'est plus de faire mourir les gens, mais de les faire vivre le plus longtemps possible, et ce, dans les meilleures conditions sanitaires, physiques, envisageables. Voilà pourquoi les gouvernements en font trop avec le Covid. C'est parce qu'ils sont condamnés, parce que nous sommes condamnés à en faire trop. Pour avoir conféré à la vie humaine un prix qu'elle n'avait jamais connu jusque-là, c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on a tous, qui que nous soyons, développé une phobie du danger, une intolérance au risque, un déni de la mort. Tout notre arsenal juridique a bien le considéré et conditionné par cette hantise du risque. Zéro mort, zéro défaut, zéro panne. Ce qu'on cherche à conjurer, ce n'est pas seulement la visibilité de la mort, en fait, c'est sa possibilité. Dans ses travaux sur la mort, le grand historien conservateur, Philippe Ariès, a démontré magnifiquement combien la mort est devenue pour nous interdite, sinon même scandaleuse, parce qu'elle ne doit plus troubler le bonheur des vivants. Et voilà en fait la leçon que nous délivre la biopolitique selon Foucault. Alors pour ceux que le sujet intéresse, rendez-vous sur le site de la revue Éléments, où nous avons lancé une grande enquête sur la biopolitique et sur le monde d'après. À bientôt, hasta luego les amis. Bonjour à tous, j'espère que votre confinement se passe bien, en tout cas aussi bien que nous. Il paraît que c'est le moment de lire, donc je vais vous donner un petit conseil de lecture. Pour l'actualité, si vous allez sur le site, la revue Éléments se porte bien, elle est en kiosque, on soutient nos camarades kiosquiers à Paris qui essayent de s'en sortir. Parce que c'est important. La revue se porte donc très bien. La nouvelle librairie vient de reprendre ses ventes pas correspondantes sur le site d'Éléments. Donc si vous avez besoin d'acheter des livres, vous avez la boutique sur notre site. Moi, je vais vous donner un petit conseil de lecture qui est assez sympathique. C'est un auteur, Pelham Grenville Woodhouse. Voilà, vous voyez, c'est des petits livres comme ça que vous allez trouver toute son œuvre chez 10-18. C'est un magnifique auteur britannique avec un humour dévastateur. Ses romans se passent dans l'aristocratie anglaise ou chez les riches héritiers américains, donc plutôt dans les années 20, 30 et 40. Si vous aimez la série anglaise Downton Abbey ou le célèbre film La règle du jeu de Jean Renoir, bah c'est la même chose, mais c'est sous acide. C'est du grand n'importe quoi. Ces héros sont tous des aristos qui ne font strictement rien de leur journée, mais strictement rien. Nous les suivons dans des histoires de famille, d'amour assez ridicules, et ils s'en sortent toujours grâce à leur personnel de maison. Le valet de chambre, le chauffeur, le jardinier, qui sont généralement plus malins et plus intelligents. Donc il y a deux grandes séries chez Woodhouse. La première, c'est, voilà, je vous montre les livres, c'est les aventures de Lord Emsworth dans son château. Ce lord a deux grandes passions dans sa vie, c'est son célèbre cochon, sa truie, l'impératrice de Blanding,
qui gagne tous les concours agricoles de la région, et c'est Citrouille. Voilà. Je vais vous lire un petit extrait qui va vous donner un peu... J'ai le temps, hein, de toute façon on n'a pas grand-chose à faire en ce moment, on peut prendre une petite minute de lecture. Peut-être l'importance de cette citrouille dans la vie de Lord Emsworth mérite-t-elle quelques mots d'explication. Toutes les vieilles familles d'Angleterre ont un petit accroc à leur tableau d'honneur. Et celle du comte ne faisait pas exception à la règle. Depuis des générations, ses ancêtres avaient accompli de remarquables exploits. On avait vu sortir du château de Blanding des hommes d'État et des guerriers, des gouverneurs et des meneurs d'hommes, mais jamais, de l'avis de l'actuel détenteur du titre, aucun d'eux n'avait réussi le grand chelem. Si extraordinaire que puissent paraître les états de service de la famille au premier regard, il n'en restait pas moins qu'aucun des feux comtes Emsworth n'avait été fichu de décrocher le premier prix à la foire agricole de Shamsbury pour ses citrouilles. Pour ses roses, oui. Pour ses tulipes, certes. Pour ses oignons nouveaux, d'accord. Mais pas pour les citrouilles. Et Lord Emsworth en souffrait profondément. Depuis bien des étés, il s'évertuait infatigablement à effacer cette souillure qui ternissait le blason de sa famille. Il est assez frappant de voir que derrière l'humour de Wodehouse, l'auteur décrit une élite anglaise qui est complètement décadente et loufoque, n'étant plus capable de rien faire sans le bon sens de leurs domestiques. C'est un peu la même chose avec nos élites françaises, hein, qui ont été une véritable catastrophe dans la gestion de la crise que nous traversons. Heureusement qu'il y a encore quelques gilets jaunes, quelques serviteurs, quelques valets de chambre dans nos rues qui travaillent, prennent des risques, nous soignent, nous nourrissent. En gros, ils assurent notre quotidien. Au moins, dans le monde de Wodehouse, nos aristocrates profitent bien de leurs privilèges, ça c'est sûr, mais ils ont arrêté de vouloir diriger le pays. Ils ne font plus de politique. Parfois, j'aimerais bien que la bande à Macron fasse un peu la même chose, qu'ils aillent plutôt cultiver leur jardin ou élever un cochon. C'est pas mal d'élever un cochon aussi. Et nous, on s'en portera pas plus mal. Bonjour chez vous.